Bonjour, petite fougère de YouTube. Nous nous retrouvons pour la suite de notre lecture. On s'énerve toujours, mais on s'énerve ensemble. Alors finalement ça va. On va dire ça comme ça, non? La députée qui est dans une posture classique de vouloir défendre sa position et ses actions sans même engager un début d'écoute. Bah ouais. Mais parce que pourquoi ils nous écouteraient? En fait, on est revenu là-dessus au début du live, mais t'écoutes pas les personnes handies parce qu'elles valent moins. T'écoutes les proches, t'écoutes l'entourage, t'écoutes le soignant, t'écoutes plein de gens, hein. Mais tu n'écoutes jamais l'handi. Tu n'écoutes strictement jamais l'handi. Et encore moins quand tu es dans une position de pouvoir. Ce que les débats montrent vraiment, nous avons vérifié le compte-rendu des séances du 23, 24 et 25 février 2026. Aucun rapporteur, aucune ministre ne précise que phase avancée signifie fin de vie à court terme. L'argument selon lequel les débats clarifieraient ce point dans un sens restrictif est factuellement inexact. Mais encore une fois, c'est même pas le côté factuel qui nous intéresse parce que dans tous les cas, on ne nous écoute pas. Qu'on n'apporte ou pas des éléments factuels, on ne nous écoute pas. Ça, c'est la cerise sur le gâteau de pouvoir dire par A plus B, on peut prouver que. Mais je veux dire, le débat, il n'existe pas. Les échanges n'existent pas. L'écoute n'existe pas. On pourrait raconter des cracks, ça ne changerait rien. On ne nous écoute pas. On n'existe pas. On n'est pas pertinent. Point. Envers et contre tout. Et vraiment, c'est juste absolument usant à tous les niveaux. D'accord, monsieur Chat? D'accord, viens. Et il y a monsieur Chat qui est en train de me grimper dessus en mode vas-y, c'est moi, c'est mon moment. Très bien. Bah viens, hein. Installe-toi. Hein. Oui, t'es mims. Que tu es mims, mon chat. Oui. Je disais donc, il y a même un indice dans le sens inverse. La seconde délibération de l'article 4 lors de la séance du 25 février porte sur l'exclusion de la souffrance psychologique seule. La ministre Rist justifie cette exclusion parce que la souffrance psychologique seule pourrait couvrir une vulnérabilité transitoire et qu'il faut donc l'exclure expressément. C'est l'aveu que sans exclusion expresse, les critères sont larges. Il a fallu restreindre la souffrance psy par amendement, c'est que les critères ne sont pas naturellement restrictifs. La même logique s'applique à phase avancée et elle n'a pas été appliquée. Ah, incroyable. Mimi le chat, même s'il t'empêche de parler, il est de droite, c'est sûr. Bah c'est monsieur Chat, bien sûr qu'il est de droite. À côté de droite. Mais il est beau, c'est mon bébé. Donc vous voyez, encore une fois, c'est restrictif, TKT, mais en fait, non. Il faut voir ce qu'on en pense, ce qu'on en a dit pendant les débats, mais TKT, c'est restrictif. Ah, bon, en fait, les débats montrent que par A plus B, c'est pas restrictif. Oui, non, mais c'est trop restrictif, il faut qu'on les ouvre encore. Ok, très bien, génial. Vraiment, tip top. Tip top. Je continue. Sur la valeur juridique des débats parlementaires, Rigol revient systématiquement au débat pour combler ce que le texte ne dit pas. Le point mérite d'être posé clairement. Travaux préparatoires servent à interpréter un dispositif ambigu. Il ne crée pas d'obligation absente du texte. Un médecin ne peut pas être mis en cause juridiquement pour ne pas avoir suivi une déclaration orale en séance. Seul le texte de loi, le degré d'application et les recommandations de la HAS ont une valeur opposable. Ce principe est illustré par les débats eux-mêmes. À plusieurs reprises, des opposants et opposantes ont demandé que des garanties formulées oralement soient inscrites dans le texte. Le député Juvin dit explicitement « Vous me donnez des arguments qui nous ont poussés à déposer l'amendement. Inscrivons-le noir sur blanc. » La réponse systématique des rapporteurs et rapporteurs « C'est déjà fait, c'est dans le texte. » Il et elle posent comme principe que le texte prime sur les déclarations orales. Ce principe invalide toutes les garanties que Rigol fonde sur les débats. C'est marrant, hein. Vraiment, systématiquement, tu creuses le truc. Enfin, et vraiment, c'est même pas creusé, hein. C'est, on s'est tourné, on a regardé droit dans les yeux le truc, quoi. Enfin, on n'a rien creusé du tout. Et que tu vois que tout s'effondre. Toute la logique derrière s'effondre systématiquement. Et c'est là où tu vois que ça ne peut pas, en aucun cas, être un texte pour les personnes handies. Ça n'est pas possible. À aucun moment, ce n'est pensé pour. C'est pensé pour des valides. C'est pensé pour des valides, eugénistes et validistes. Et ça sera jamais rien d'autre.
Les soins palliatifs seront forcément proposés. Ce qu'elle a dit. En essayant de pointer à nouveau le problème de l'accès aux alternatives, un argument nouveau apparaît. Les médecins auraient l'obligation de proposer activement les soins palliatifs avant toute démarche d'aide à mourir, et les débats parlementaires rendraient cette pratique obligatoire. Selon Régol, la loi ne peut pas s'appliquer à quelqu'un qui n'a pas d'abord été confronté à l'offre de soins. Les médecins s'en assureraient, la demande d'aide à mourir n'arrivant jamais en premier dans un parcours de soins. À l'heure actuelle, on m'a déjà dit de penser à crever. Un médecin, une médecin en l'occurrence d'ailleurs, m'a déjà dit, là, il y a 3 ans, 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus, m'a déjà dit, vous devriez voir avec la Belgique pour une solution fin de vie. Je veux dire, on en est déjà là à l'heure actuelle. Il n'y a pas de système de soins, il n'y a rien, on s'en fout. Donc en fait, vraiment, votre loi, elle va rien changer. Les chiffres, encore une fois, sont là. Une personne sur 2 qui a besoin de soins palliatifs n'en a pas. Plus d'une personne sur 2 qui a besoin de soins palliatifs n'en a pas. Votre loi, elle va rien changer. Au pire des cas, ce qu'elle va changer, et vraiment, c'est vraiment au pire des cas, et je doute que ça arrive, hein, c'est vous avez le droit de remplir le formulaire A23 machin truc pour demander éventuellement une prise en charge. Vous aurez une réponse d'ici 1 ou 2 ans. À côté de ça, vous avez la magnifique possibilité de remplir le formulaire E506 et qui sera le formulaire pour pouvoir demander le suicide assisté qui aura une réponse dans les 3 semaines. En fait, factuellement, c'est ça qui va se passer parce que c'est ça qui se passe ailleurs de manière constante. En fait. Et encore une fois, on retombe sur ce qu'on a déjà dit de base, ce n'est pas un choix quand c'est le seul choix. Vous ne pouvez pas choisir s'il n'y a qu'une seule et unique direction. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche pendant 2 ans, comme ça, vous nourrir, payer vos factures, vos traitements, etc., sans rien. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc bref, comme d'hab, hein, ça ne change pas. Ça ne change pas. Je continue. Ce que dit le texte et ce qu'il ne dit pas. L'article 5 dispose que le médecin informe la personne que des soins palliatifs existent. Que des soins palliatifs existent, ça ne veut pas dire que tu as droit ou que tu les auras. Il existe, là, dans l'univers, des soins palliatifs. C'est possible, parfois, peut-être. Si tu es sous le bon alignement, avec les bonnes étoiles, voilà, c'est... Voilà. Ok. Cool. Merci. Et après ? Bref. Et s'assure de son accès à ces soins. Ah ouais ? Mais seulement si la personne le souhaite. C'est une information, pas une proposition. La distinction n'est pas anodine. Dans n'importe quel autre contexte médical, un médecin ne se contente pas d'informer qu'un traitement existe. Il ou elle présente les options, évalue ce qui est adapté à la situation du patient ou de la patiente, propose un plan de soins. On n'informe pas une personne atteinte d'un cancer que la chimiothérapie existe, on lui propose des protocoles spécifiques. Ce standard, qui vaut pour tout le reste de la médecine, est absente de cet article. Le texte n'impose pas au médecin de faire le bilan des options réellement accessibles. Aide à domicile disponible dans sa commune, équipe mobile de soins palliatifs, prise en charge de la douleur adaptée à sa pathologie, droit ouvert par la loi Claes-Leonetti, que beaucoup de médecins n'évoquent pas spontanément. Encore une fois, on en est là, à l'heure actuelle, dans l'état véritable, concret des choses. Les médecins ne nous mettent déjà pas en place ce qui existe. On n'y a pas accès. Déjà, là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. En fait. Bref. Face à cette objection, Régol répond que la demande d'aide à mourir n'arrive pas au premier contact avec le système médical. Lol. Encore une fois, hein, point de vue d'une personne valide. Point de vue d'une personne qui n'a jamais connu ça et qui ne le connaîtra pas tant qu'elle restera quelqu'un de valide.
Elle ne peut même pas le concevoir. Elle est valide, voyons. Jamais on va lui proposer ça. Bien sûr, elle est valide. Moi, je peux vous le dire qu'on vous le propose. Qu'on vous le propose très vite. Avant même de vous proposer d'autres trucs. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Moi, comme plein d'autres gens. Parce qu'on sait, parce qu'on le vit, en fait. Encore une fois, c'est pas un truc qu'on vous sort là, comme ça, en mode j'y ai réfléchi et j'ai fait une très belle image dans ma tête et voilà. Non, non. Non, c'est notre expérience concrète. On le vit. Encore une fois. Et encore, le handicap, c'est pas forcément la révélation et l'illumination. Non, 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 on est d'accord. Hein, même là, effectivement, ça reste laborieux. On va dire ça comme ça. Ça reste laborieux. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est juste tellement un point de vue qui n'existe pas en dehors du cadre validiste, quoi. Genre vraiment, dès le moment où tu creuses un peu, tu vois que c'est pas vrai. En fait, tu vois que ça ne marche pas. Mais dans leur vision des choses, TKT, ça marche comme ça. J'ai décidé que, donc ça marche comme ça. Bon bah alors, si t'as décidé que, très bien. Aujourd'hui, il est légal de se donner la mort. Ce qui est illégal avant cette loi, c'est pour les proches et ou les médecins de tuer. Oui, tout à fait. Et encore une fois, je retombe sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, mais même si c'était pour les personnes qui effectivement veulent absolument et totalement se donner la mort, et qui, encore une fois, si elles le veulent, le font, c'est éclaté au sol. Parce que si vraiment vous voulez vous donner la mort, vous le faites. Et je vais même rejouer sur un autre aspect. Même si c'était illégal de se donner la mort, qu'est-ce que je m'en branle une fois que je suis de mort? Qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que ça a comme impact si je veux me donner la mort une fois de m'être tué? Qu'est-ce que ça fait à moi qui suis mort, le fait que c'est illégal? Je veux dire, même si c'était aujourd'hui illégal de se suicider, on s'en fout. On s'en fout royal, en fait. Parce que le principe, c'est que c'est une décision définitive, en fait. Donc, voilà. C'est réprimer les tentatives de suicide. Je suis d'accord. Et t'en prends plein la gueule si tu fais une tentative de suicide, même si c'est effectivement pas illégal. Mais ça, c'est un autre aspect. Ça pourrait. Genre, il pourrait y avoir des répercussions sur tes proches, il est qu'un. I don't know. Mais c'est pas le cas. Oui. Et le fait est que, en vrai de vrai, dans tous les cas, il y en aurait pas parce que la personne qui est stigmatisée, c'est la personne faible, la personne handicapée, etc. Pas les proches. C'est jamais les proches. Les proches, on a toujours de la peine et de la compassion. Alors, en vrai, on le fait depuis le début. C'est vrai que j'ai pas mis les trigger warnings, mais toute la lecture est trigger warning avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit, etc. Mais oui, je pourrais. En vrai de vrai, je pourrais. On va faire ça. Hop. En fait, je vais réécrire le message. Non, je vais réécrire le message et l'épingler avec. Hop. Non, mais tu as raison, pour quelqu'un qui débarque, c'est pour ça que je suis en train de modifier le truc. Hop. Voilà, parce que en fait, je veux pas perdre le message épinglé. Comment est-ce que j'enlève un message épinglé qui est épinglé depuis 3 plombes? Là. Et retirer le message épinglé. Parfait. Toi, épinglé. Épinglé jusqu'à ce que je le retire. Voilà. Comme ça, les gens ont les trucs. En effet. En effet. Donc, je reprends. On en était... oui, c'est réprimé. C'est vrai. Vous êtes mal vu si vous faites une tentative de suicide ou plusieurs, très clairement. Mais, encore une fois, la société étant ce qu'elle est, oppressive sur les personnes qui sont handicapées en souffrance, etc., à l'heure actuelle, les personnes autour sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin de soutien, etc. La personne qui fait une tentative de suicide, c'est le problème. La personne qui fait la tentative de suicide, c'est elle qui pense pas aux autres. C'est elle qui fait pas l'effort de penser aux autres, qui fait pas l'effort de se mettre à la place des autres, etc. Donc même s'il y avait un cadre où on dirait que ce ne serait pas légal
de se suicider, au-delà du fait que déjà à l'heure actuelle, effectivement, c'est plutôt mal vu et que vous avez des conséquences à faire une tentative de suicide, vous auriez, à mon avis, toujours pas de conséquences, en fait. T'as parlé avec ma mère? Pourquoi? Hein? J'ai pas compris. J'ai pas compris, je suis désolé. J'ai pas compris pourquoi. C'est le genre de discours qu'elle a, peut-être. Ça doit être ça le lien que j'ai pas fait. Probablement. Je pense que ça doit être ça le lien que j'ai pas fait. Et encore une fois, ça montre aussi à quel point c'est commun. En fait. Le côté les personnes qui se suicident pensent pas aux autres, je l'ai entendu tellement de fois de la bouche de ma mère. Ouais, ben voilà. C'est un discours tellement commun. Encore une fois, c'est constant. En fait, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est fait par une personne dans son coin une fois. Non, c'est un discours majoritaire, c'est un discours qui est constant. C'est voilà, c'est un classique de la société validiste, c'est le poncif quoi. Vraiment. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas des nouveaux trucs qu'ils font. Non, c'est constamment les mêmes trucs qu'on nous ressort encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Il n'y a jamais rien de nouveau. Jamais. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'en fait, on nous écoute déjà pas de base. Donc pourquoi mettre à niveau, on va dire, des nouveaux arguments quoi? On va ressortir les mêmes. Oui, c'est entre le misérabilisme et c'est toujours centré sur soi. C'est toujours individuel. Toujours. Je reprends. Donc, on était à... c'est une hypothèse et pas une garantie. Voilà. On sait que les médecins n'informent pas systématiquement les patients et les patientes de toutes les options prévues par la loi, que les soins palliatifs sont largement inaccessibles dans les faits. Refus de maintien à domicile, file d'attente, absence d'équipes mobiles dans des dizaines de territoires, des soins qui n'ont jamais été proposés, ou proposés mais refusés faute de place, ne peuvent pas valider un choix libre et éclairé. Et même au-delà de faute de place, moi je reprends un truc, alors c'est pas dans le cadre des soins palliatifs, mais ça applique aussi. Au-delà de la faute de place, il y a juste aussi des fois on vous refuse d'être handicapé. Encore une fois, moi, si je reprends la MDPH, l'avis sur mon recours au refus d'AH, donc le second avis que j'ai reçu, a carrément enlevé le fait que j'étais handicapé physique. Ils estiment que je ne suis pas handicapé physique. J'ai une maladie génétique incurable, avec un certain nombre de conséquences, avec notamment des effets sur le cœur, avec des tremblements et des tétanies tout le temps, tous les jours, des douleurs constantes. La MDPH me dit que je ne suis pas handicapé physique. Je veux dire, à un moment donné, c'est même pas qu'une question de place. Et peut-être qu'en vrai, il y a une logique de derrière, ils ont peut-être pas assez de place et donc ils n'ont pas assez de budget, entre guillemets. Mais ça, c'est encore un autre problème et c'est un très gros problème. Et que du coup, ils veulent pas donner des thunes comme ça et qu'ils veulent donner des thunes à des personnes qui sont encore plus dans le besoin que moi. Pourquoi pas? Peut-être, j'en sais rien. Mais je veux dire, factuellement, on n'est même pas sur ça comme justification. Ce qui est dit, c'est non, t'as pas le droit à une aide parce que t'es pas handi. On ne reconnaît pas que tu es handicapé. Alors qu'encore une fois, j'ai 4 avis médicaux différents, que j'ai un dossier de plusieurs années, etc. Enfin, bref, il y a un putain de nombre d'éléments qui montrent que quand même très clairement, oui, si, je suis handicapé. Mais la structure, juste, arbitrairement, décide que non. Point. Et ça aussi, ça existe. Et là, pour le coup, c'est pas dit là dans cette phrase-là, même si ça a été dit à d'autres moments, sous-entendu à d'autres moments. Mais je veux dire, il y a ça aussi. Il y a des soins qui ne sont jamais proposés. Il y a des soins qui sont proposés et refusés faute de place. Mais il y a aussi des soins qui sont proposés et refusés parce que de manière arbitraire, on estime que tu rentres pas dans la case. Et juste nique, en fait. Juste nique, en fait. Et donc tout ça ne peut pas permettre de valider un choix libre et éclairé. Le rapporteur Le Boucher, dans son récapitulatif final du 24 février au soir, liste précisément ce qui a été sécurisé à l'article 5 lors de la deuxième lecture.
elle ne mentionne aucune obligation de proposition active de soins palliatifs. Si cette garantie existait, elle y figurerait. Les chiffres maintenant. 52% des besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts. Et là, moi, je vous rajoute juste une chose sur ça. 52 besoins des soins palliatifs ne sont pas couverts. 52% des soins palliatifs nécessaires vus. Et c'est important, vus. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pris en compte, parce que pour une histoire, par exemple, que on n'a pas pensé à vous, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas dans les chiffres, on ne parle pas des errances médicales, etc. Vous n'êtes pas dedans. En fait, vous n'êtes pas dans les chiffres, ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Vous existez, vous avez un vécu, vous avez un besoin, mais il n'est pas pris en compte. Et là, on retombe sur ce que je vous disais moi tout à l'heure. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas dans le cadre d'un soin palliatif. Mais typiquement, quand vous avez des constats pour d'autres personnes handicapées qui rentrent dans la question, notamment des soins palliatifs, et où en fait la structure estime que non, tu n'es pas malade. Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'es pas dans les chiffres. Parce que la structure a estimé que, même si la structure a tort, même si la structure est éclatée, même si même le monde médical qui est derrière toi et qui dit si vraiment, là je vous jure, cette personne en a besoin, si l'État a décidé que, si les ressorts de l'État ont décidé que, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dans les chiffres. Vous n'existez pas dans les chiffres. Pourtant, vous existez et vous en avez besoin. Mais vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas pris en compte. Et donc, c'est pour ça que même là, ça, c'est déjà un chiffre qui est grave. Et que vraiment, il faudrait vraiment très très fort quand même en avoir conscience. Plus d'une personne sur deux qui est identifiée à l'heure actuelle comme ayant besoin de soins palliatifs, il n'y en a pas. Mais ça ne parle que des personnes identifiées. À l'aide, quoi, en fait. Genre, à l'aide. J'ai vu le MP, j'ai pas de thunes. Même pour ça. Mais, oui, c'est intéressant. On parle pas des errances médicales, des racismes produits par la médecine, la misogynie, la transphobie, etc. Je trouve que c'est un écueil du texte de ne pas rappeler les différences de soutien médical entre les personnes et de pourquoi il y a des personnes identifiées et non. Ouais, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, là, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait une aparté là-dessus, typiquement. C'est, à un moment donné, si je me suis arrêté là-dessus pour dire, au fait, là, il faut entendre ça, c'est pas sans raison. Je pense que là-dessus, comme toi, pour moi, il y a une écueil, il aurait dû y avoir un peu plus de travail là-dessus, pour le coup. Mais clairement, à un moment donné, oui, clairement. Il y a un trou, et là, c'est pour moi un trou qui est important de voir, d'entendre et de remplir, du coup. Moins d'une personne sur 3 éligible y a accès. 180 000 personnes meurent chaque année sans y avoir eu recours. 21 départements n'ont aucun service dédié. Il manque environ 4000 lits, 200 équipes mobiles. Le déficit de financement est estimé à 1,55 milliard d'euros par an. Le plan prévu par la proposition de loi sur les soins palliatifs n'en comble que 200 millions. Voilà. Cool. Et encore une fois, là, ça reste avec ce que je vous ai dit au début du paragraphe. Ce ne sont que les besoins estimés, visibles, identifiés. Et non, ils ne sont pas complets du coup. Et non, c'est pas ok du coup. À aucun niveau. Affirmer dans ce contexte que les médecins s'assureront que chaque personne a réellement eu accès aux soins palliatifs afin de formuler une demande, c'est soit ignorer les conditions réelles d'exercice de la médecine en France, soit les écarter délibérément, ou les deux. Parce que moi, je pense que les deux sont possibles. Je pense que tu peux avoir vaguement quelques éléments comme ça qui apparaissent, et que du coup, tu les écartes en mode « Non, je veux pas voir ». Et en plus de ça, je pense qu'effectivement, juste tu connais pas en fait. Tu connais pas factuellement ce qui se passe. Tu t'en bats les couilles. T'es un élu, t'es tranquille. T'as ton petit salaire, ton petit confort. Enfin, t'es bien, quoi. T'es bien. Remnant from the Ashes, qui est à moins 90%. Et qui, du coup, est un jeu qui se fait en coop. J'avais joué avec Feloutier, d'ailleurs, à l'époque. C'était bien. Enfin, pas du coup sur Remnant, sur le premier.
J'ai oublié le nom. Parce que ça, c'est le 2 Remnant. Non, c'est le premier Remnant. Parce qu'il y en a deux. Il y en a deux pour le coup. Ça, c'est le 1. Bon, le 1, je l'ai. C'est le deuxième que j'ai pas. C'est le deuxième que du coup, j'ai pas. Et le 2 est à 12 balles, là. Ok. Parce que j'avoue que le 1, bah du coup, je l'ai fait avec Feloutier. C'était cool. Je crois que j'ai pas poussé jusqu'à la fin du jeu. Et incluez-moi si vous lancez un stream. Mais il se joue à combien en max? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Peut se faire à 3 hein. Bah écoute, why not? Après moi j'avoue que ça serait plus le 2 qui m'intéresserait un jour à faire quand même. Mais ouais. Je reprends. Ce qu'elle a fini par admettre. Et ce que cela révèle. Confronté à ces chiffres, Régol admet que certaines personnes n'auraient effectivement pas accès aux soins palliatifs avant de formuler une demande. Elle avance alors une justification. Certaines maladies dégénèrent trop vite pour attendre. Cette justification ne figure nulle part dans le texte. Ce n'est même pas un critère, ce n'est pas une condition. C'est une explication formulée en séance. Mais cette explication dit quelque chose d'important. L'argument de la dégénérescence rapide revient à dire « Il faut permettre à la personne de mourir avant d'atteindre un état de dépendance ou de perte de capacité, avant d'être dans un état où elle ne pourrait plus formuler la demande. » Ce n'est plus la souffrance irréductible que l'on cherche à éviter, c'est l'état lui-même. On organise la possibilité de partir avant ce qui est implicitement perçu comme une indignité inévitable. La priorité n'est pas donnée à l'accès aux soins pour celles et ceux qui pourraient changer d'avis. Elle est donnée à la capacité de décider vite avant de ne plus pouvoir. Et ça aussi, c'est particulièrement constitutif de ce que c'est que le validisme. Là, on est typiquement sur la phrase du « Non mais moi, si je vivais ça, je voudrais mourir. » Tu ne sais pas et tu ne vis pas, mais tu te permets d'estimer que si tu vivais dans ces conditions-là, si tu avais cet état de santé, tu devrais être mort. Parce qu'on vaut moins à vos yeux. En tant qu'handicapé, on vaut moins. Et vous en êtes tellement dans cette vision que vous en arrivez à formuler ça. Ah mais si il y a un risque, parce que, encore une fois, c'est en stipulant qu'à terme, j'arrive à cet état-là. Je veux mourir avant d'arriver à cet état-là. Je ne veux pas être comme vous. Je vous hais et je vous déteste tellement pour ce que vous êtes que je préfère mourir avant d'être comme vous. C'est ça ce qui est dit. C'est ça son propos. T'imagines si les médecins te disaient vous avez 2 ans à vivre et 10 ans après t'es encore là pour en parler. Ah, c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, à mon lycée, quand ma maladie a commencé à apparaître, et puis à la faculté quand elle s'est réellement déclenchée, c'est marrant parce qu'à la faculté quand du coup elle s'est déclenchée et qu'on l'a identifiée, on m'a dit à 25 ans t'es mort. À 25 ans tu seras plus là. Et vous savez ce qui est marrant? C'est que j'ai fêté mes 25 ans au travail et que je l'ai fêté devant des collègues qui comprenaient pas. Et que quand je leur ai expliqué que là, c'était un jour particulier pour moi parce que en fêtant mes 25 ans, j'avais dépassé ma date limite de péremption, que j'étais toujours en vie alors que je devrais être mort. Bah, les gens, ils étaient contents, ils ont fait la fête avec moi pendant un petit moment à la cantine. Et aujourd'hui, ben, j'ai dépassé les 30 en fait. Et je m'avance vers les 35, doucement, mais sûrement. C'est marrant. N'est-ce pas? C'est marrant ça. Mais bon, ça n'arriverait pas, voyons. Hein. Sûrement que je vous sors ça de ma tête, sûrement que je vous l'invente, sûrement que plein d'autres gens qui ont vécu ça, hein. C'est par hasard, c'est en rigolant, c'est en s'imaginant des trucs. Sûrement qu'on vous ment, hein, comme d'hab. Sûrement qu'on en fait trop, comme d'hab. Bref. Je suis désolé. Pardon, Nils. Je vous ai dit que c'était un sujet trigger au début, hein, je vous confirme, hein, désolé. La loi ne sera pas appliquée tout de suite. Je focus sur le texte du coup.
Régol ajoute en fin d'échange que la loi n'entrera pas en vigueur immédiatement, ce qui laisserait le temps de développer les soins palliatifs en parallèle. Oui, ce qu'on n'a déjà pas fait pendant des décennies. Mais là, on va le faire DKT en 1 an. En 1 an, on fait ça. Franchement, on n'a rien foutu pendant 10 ans, mais là, tout de suite, là, on va le faire. Puis on va le faire avec 200 millions alors qu'on a besoin à minima de 1,555 millions. Hein. Franchement, ça le fait. TKT. Comment ça marche pas? Comment ça, c'est pas possible? Bon. Mais on y croit fort, on a dit. Vraiment, elle me donne envie de canner cette meuf-là. Ah! Enfin, cette meuf-là et tous les autres députés dans le même genre, hein, qu'on soit d'accord. Je reprends donc. Elle signale aussi qu'elle sera probablement contestée devant le Conseil constitutionnel, ce qu'elle regrette. Les personnes en impasse thérapeutique continuant d'attendre pendant ce temps. C'est-à-dire que même elle te dit... Même elle te dit... Non mais on va développer les besoins, là, avant d'appliquer la loi. Bon, en vrai, on va remettre en question ça. Mais ça va passer, t'inquiète. Ah, bon bah, si ça va passer, t'inquiète. Pourquoi s'inquiéter, voyons. Pourquoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Ouais. L'entrée en vigueur est fixée à 2027, soit dans 1 an. En 1 an, on ne comble pas 1,55 milliard d'euros de déficit annuel. On ne construit pas 4000 lits. On ne forme pas 200 équipes mobiles. On ne dessert pas les 21 départements sans aucun service dédié. Le plan prévu par la loi ajoute 200 millions par an sur 10 ans. Donc, dans 1 an, c'est appliqué. On n'a pas le budget, mais TKT, ça va passer. Et le budget, qui n'est déjà pas du tout suffisant, ni de près ni de loin, il se fait sur 10 ans. Mais TKT, c'est bon. Trop bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, n'est-ce pas? Dans 10 ans, il manquera encore 1,35 milliard annuellement. Ah oui, donc du coup, c'est pas 55 millions, c'est 550 millions. Excusez-moi. Quel dommage. Ce n'est pas le temps de développer, c'est au moins une décennie de sous-financement structurel pendant laquelle la loi sera pleinement applicable. Légiférer d'abord, accompagner après, en espérant que l'intervalle ne coûte pas trop cher en vie. C'est absolument l'inverse d'une loi de protection. La sédation profonde déformée pour disqualifier l'alternative. Pour justifier que la sédation profonde ne constitue pas une alternative satisfaisante, Régol avance qu'on ne saurait pas vraiment si la personne souffre pendant la sédation. Alors attention, ça va être un peu plus vénère. Que les sursauts du corps témoigneraient d'une détresse possible. C'est une déformation significative de ce que dit la littérature médicale et elle mérite d'être nommée comme telle. Voilà. Tranquille, hein, les validistes, comme d'hab, hein, TKT. On est vraiment sur le même niveau que... Non, mais les vaches à l'abattoir, elles ont pas mal, hein, je vous jure. Limite, on fait ça pour elles, hein, on le fait doucement, on le fait de manière douce. Ok. Très bien. Cool. On continue. La littérature médicale est claire sur l'essentiel. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, autorisée depuis 2016, et encore souvent non proposée ou refusée, agit pharmacologiquement en supprimant les mécanismes cérébraux nécessaires à l'expérience consciente de la douleur. C'est le même principe que l'anesthésie générale en chirurgie, dont personne ne remet en cause l'efficacité. La distinction entre nociception, le signal nerveux de dommage, qui peut subsister, et souffrance consciente, qui nécessite une intégration cérébrale que la sédation supprime, est un acquis des neurosciences. Les observations cliniques confirment cette logique. Les scores de détresse mesurables diminuent fortement après l'induction de la sédation, et les médecins ajustent les doses si des signes comportementaux de détresse apparaissent. Quant aux sursauts et mouvements, ce sont des réflexes médulaires ou des myoclonies, phénomène parfaitement documenté, survenu également sous anesthésie générale, sans lien avec la conscience ou la douleur. Ce que la science reconnaît honnêtement, c'est qu'elle ne peut pas mesurer directement l'expérience subjective d'une personne inconsciente, mais l'absence de preuve de souffrance n'est pas une preuve de souffrance. Présenter cette limite méthodologique comme une raison de craindre la sédation
c'est détourner une prudence scientifique légitime pour alimenter une peur que les données ne justifient pas. Ce n'est pas anodin dans le contexte de cette loi. L'article 17 pénalise le fait d'induire en erreur une personne sur les options qui lui sont ouvertes, lorsque cela fait obstacle à l'aide à mourir, mais induit en erreur dans l'autre sens. Minimiser les alternatives en déformant les données médicales sur la sédation, agiter des peurs non fondées pour orienter vers l'aide à mourir, n'est, lui, pas sanctionné. L'asymétrie est complète. La loi protège le choix de mourir contre les entraves, mais elle ne protège pas le choix de vivre contre la désinformation. Ça va, vous ? Vous voulez faire une petite pause ? Vous voulez souffler un coup, peut-être ? Parce que c'est pas léger, hein, encore une fois. Malheureusement, c'est pas léger, hein. Mais bon, encore une fois, c'était assez prévu. Non, les alertes ne marchent toujours pas. Je suis désolé. Mais Twitch, c'est de la merde. Voilà. Donc, c'est pété. Et RIP tes 50K, ouais. Oui. En effet. Tout cassé, tout cassé. Ça me donne envie de canner, hein, vraiment. Je suis épuisé de ces trous du cul. Alors, en vrai, non. Parce que j'ai mis le fait que elles sont automatiquement validées, parce que ça me saoulait d'avoir 150 000 trucs en attente à valider. Donc, je pourrais manuellement faire une commande pour essayer de te redonner des points, mais c'est chiant. Et de toute façon, mes points de chaîne ici servent à rien d'autre que ça, donc tant pis. T'as perdu des points de chaîne, saussade, des os, pas des os. La musique ? Non mais, la musique a tenté d'être en arrêt. Je ne suis pas d'accord. J'ai encore 32 000, ça monte vite. En effet. En vrai, oui, si vous êtes là dans le coin, normalement, vous en gagnez des points relativement rapidement. Pour le coup. Moi et mes 500 000. Allez, Freya qui vient, qui fait la maline, là. Ah là là. Hop, je suis complètement en train de gérer du coup mes petits idle games. Faudrait que je bois. Bon bah je vais boire, ça va. On va faire l'effort de boire. Freeze. Fireball. Doom. Magic missile. What in the world is Doom? C'est bon, je me suis hydraté. Bon. On est reparti. Wash. Waller. Wash. Rincette. Tu pleures comme un mec 6 parce que t'as pas le plus gros kiki? Piou piou piou. Piou piou piou. Bon. Allez. On s'y remet. Les pressions et les causes de la souffrance seront examinées. Ce qu'elle a dit. Régol affirme que les médecins examineront les raisons derrière la demande. Isolement, manque d'aide humaine, méconnaissance des soins disponibles. Elle soutient qu'il n'est pas possible d'écrire ces exigences dans une loi. MDR. Déjà, MDR, pourquoi quelle raison pour quelle putain de raison tu ne pourrais pas écrire ça dans la loi? Basiquement, je veux dire, la loi, t'écris ce que tu veux dedans. Donc, pardon, mais ta gueule en fait? D'où tu sors ça comme soi-disant argument? Vraiment? Littéralement, c'est votre taf de faire des lois, de poser ce que vous voulez à l'écrit dans le texte comme vous le sentez. Vous faites ce que vous voulez. On a des lois sur tellement de choses dans tous les sens qui montrent par A plus B qu'on peut mettre vraiment ce qu'on veut dans la loi. Hein. Donc vraiment,
MDR, quoi. Enfin, ça là, foutage de gueule. Mais bref. Et que les médecins le feraient de même parce que les parlementaires en ont parlé dans leur débat. Ah bon. Ah, tu comprends, elle serait pas passée avec ça. Bah peut-être qu'il fallait pas la passer alors. Je propose. Ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas. Et puis d'ailleurs, moi je reviens encore sur un truc, hein, mais avant de passer à la suite. Mais. Les médecins examineront les raisons. Ok, très bien. Et je veux dire, aujourd'hui, les médecins s'en battent les couilles. Admettons, allez, on dit qu'ils s'en battent pas les couilles. Allez, admettons. Hein. Est-ce que ça garantit l'accès aux soins palliatifs et compagnie? Parce qu'encore une fois, à l'heure actuelle, les médecins, ils peuvent te proposer un chemin de soins. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Ils peuvent te proposer même d'aider à remplir des dossiers. Par exemple, on reprend mon cas. La personne qui m'a motivé à faire un putain de dossier de demande d'AH, c'est pas moi, c'est pas mon entourage, c'est mon médecin. C'est mon médecin qui a dit non, là par contre, ce que tu vis, c'est pas ok. Les conditions dans lesquelles tu vis, c'est pas ok. Les ressources que tu as, c'est pas ok. Et tu es légitime, tu es malade, tu es handicapé, tu as le droit à l'AH. Il m'a aidé à faire le dossier. Mon dossier est refusé. Donc, même si on prend ça là, allez, on dit que les médecins sont incroyables et magnifiques. Tous les médecins sont incroyables et magnifiques. Ils font l'effort, ils font le travail. Ok. Ça ne garantit pas l'accès. Puisqu'en fait, ça ne dépend pas d'eux. Donc du coup, ce point-là, on s'en branle. Je veux dire, factuellement, déjà, il marche pas. Il marche pas parce que dans la très grande majorité des cas, c'est pas ce qui se passe avec les médecins. Moi, il m'a fallu des années, une putain de décennie. Il m'a fallu 4-5 médecins différents, et je compte que les généralistes, avant de tomber sur un médecin qui m'a aidé, réellement. Qui m'a écouté, réellement. Qui m'aide à faire ça, réellement. Je veux dire, c'est quand même déjà assez marquant. Hein, et encore une fois, là, je compte que les généralistes, je ne compte même pas les spécialistes que j'ai vus au cours de ma vie, qui sont trop nombreux, et qui vraiment sont des nuls et des tanches phénoménales, qui ont à peu près la capacité d'empathie d'un caillou, et encore je pense qu'un caillou est plus empathique. Hein, donc bref, même si on partait sur cet argument, allez, on te dit que les médecins font ce travail, ils examinent tout ça, etc. Ils font tout le taf. Ok, très bien. Allez, admettons, ils sont trop forts, ils sont trop beaux, ils sont trop magnifiques, ils le font. Ça ne garantit pas l'accès puisque ça dépend pas d'eux. Par exemple, dans le cas de la hache, encore une fois, c'est pas eux qui te l'accordent. C'est l'État. En l'occurrence, c'est un organisme de l'État, la MDPH. Donc, enfin, la CDAPH, bref, on s'en fout. C'est une structure de l'État. C'est un bureau. Ce sont des gens qui sont des gestionnaires qui t'accordent ou pas d'avoir accès à ces aides-là. Tes remboursements, etc. C'est pas les médecins, en fait. Donc même dans le cas où on est dans un monde parfait et magnifique, et tes médecins font tout ce travail, ce que on le sait, factuellement ils ne font pas. Mais même dans ce cadre-là, où on se fait cette petite idée mentale, on se dit allez, on est dans un monde magnifique. Ça ne marche pas. Ton argument, c'est littéralement hey, j'aimerais bien que tu ailles à gauche, et tu me réponds moi j'aime la couleur rouge. Ok. Quel rapport avec la direction à prendre? Bah la couleur rouge c'est vachement bien. Ok. C'est pas le sujet, mais ok. Elle est vachement bien la couleur rouge si tu veux, mais c'est pas le propos. Et vraiment c'est ça quoi, on est sur ce niveau-là. Je te propose un calcul et tu me réponds par une règle d'orthographe quoi. Enfin genre je suis en mode ça n'a aucun sens, ça n'est juste pas la même chose. What the fuck quoi. Et là vraiment c'est le même truc. Slay the Spire 2 est méchant avec moi. Je crois que Slay the Spire est méchant tout court et que le 2 est du coup à la hauteur. Ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas. Les articles 9 et 10 prévoient que le médecin s'assure de l'absence de pression exercée par des tiers. LOL. Alors ça aussi,
Question con, mais on fait quoi quand c'est le médecin qui fait pression du coup? Par exemple, hein. Vraiment, par exemple. Hein. C'est une question bête comme ça parce que c'est marrant, mais moi, une des premières occurrences où on m'a très formellement expliqué comment je pouvais me suicider, notamment en Belgique, c'est un médecin. Du coup, on fait quoi? Dites-moi, on fait quoi dans ce cas-là? Parce que les médecins, ils sont pas neutres. Hein. Encore une fois, hein, chose incroyable, les médecins sont des gens, sont des individus. Ah, c'est pas possible parce qu'elles ont prêté serment. Ah, du coup, il n'y a pas de médecin sexiste, il n'y a pas de médecin raciste, il n'y a pas de médecin transphobe. C'est ça? Il n'y a pas de médecin validiste? Ah. Oh, vraiment, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui vois le mal partout, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bref. Mais la blague ne s'arrête pas là. Le médecin, donc, s'assure de l'absence de pression exercée par des tiers au moment de l'administration, pas de la demande initiale. Bah ouais, une fois que c'est fait, que t'es engagé dans le processus, etc. Ouais, au dernier moment, ouais. Ok. Cool. Et bah c'est bien sympa, hein, vraiment tip top. Vous voulez pas aussi, si vous voulez, moi je propose, hein, pour les députés, je fais ce travail-là gratuitement pour vous. Vous voulez pas même que vous dites que le médecin doit s'en assurer une fois que l'injection est faite? Non? Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème, je veux dire. Au pire des cas, bon, il y a eu pression, c'est très triste, mais comme ça on s'assure que la souffrance elle est plus là, hein, puisque vous faites ça pour la souffrance, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez dit. Je vous propose ça, comme ça, c'est un bon plan, hein? Non? Non, parce que vous êtes déjà dans un foutage de gueule assez absolu, donc autant pousser encore un peu plus le curseur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref. Je propose de confier cette tâche au notaire après l'enterrement. Oui, et ne pas oublier de le payer 6000 balles. C'est une vérification ponctuelle et interpersonnelle, intervenant au bout du processus, le jour où la personne est là pour mourir. C'est précisément le moment où la pression sociale à aller jusqu'au bout est la plus forte et le moins propice pour détecter une ambivalence ou une emprise. Une personne sous emprise, familiale, conjugale, institutionnelle, n'exprimera pas nécessairement ses doutes ce jour-là, déjà qu'elle ne les exprimera pas les autres jours. Bref. Elle peut avoir intériorisé la pression, sans la nommer, sans même la percevoir comme telle. La protection contre les pressions directes ne protège pas contre les formes d'influence les plus courantes. Ce que le texte ne prévoit pas du tout, c'est l'examen des conditions structurelles qui ont conduit à la demande. Bon. Étudier la structure? Quoi? Voir que nous vivons dans une saucisse? Mais non. Mais oui, donc, mon Fabien Roussel. La personne sait-elle quels soins sont réellement accessibles dans sa situation concrète? A-t-elle une aide humaine à domicile? Sa demande est-elle influencée par un isolement social ou familial? A-t-elle été orientée vers la MDPH? Vers une HAD? Vers des soins spécifiques à sa pathologie? Ces questions ne sont posées par aucun article du texte. Et encore une fois, là. Moi, je m'arrête là-dessus, mais même si elle est orientée vers, ça ne veut pas dire qu'elle y a accès. Encore une putain de fois. Même dans le cadre où elle a été orientée, la MDPH, et elle le montre de manière constante à travers tout le territoire français, en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Elle a des chiffres et elle tranche dedans en n'ayant rien à péter. Point. Et ça là, pour moi, c'est encore une fois, c'est un peu la même écueil que tout à l'heure. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a des chiffres, ok, c'est bien, tu veux te référer à tes chiffres, ok, c'est bien, mais on sait que ces chiffres ne sont pas bons, qu'il manque des données. Ils sont pires dans le fait réel que les chiffres qu'on a, parce qu'il y a des gens qui sont invisibles. Et là, typiquement, c'est un peu le même truc, c'est ok, admettons, ta personne a été orientée vers la MDPH, ok, mais ça veut pas dire que la MDPH, elle te répond oui. Même si tu as droit, et même si tu es légitime, et même si tu as tout le soutien par 4 médecins différents,
ça ne te justifie pas d'y avoir accès. Parce que la MDPH peut choisir de manière arbitraire que non, tu vas te faire foutre. Là, par exemple, à l'heure actuelle, et ça me rend d'ailleurs un peu triste parce que j'avais l'espoir qu'en allant à Lyon, ça se passerait mieux. Mais la MDPH du Rhône, donc la MDPH qui est officiée à Lyon notamment, se fait toquer, et se fait salement toquer, parce que elle a tort. Il y a décision de justice qui dit la MDPH a tort, et la MDPH continue à refuser de revenir dessus. Elle est dans l'illégalité, elle est condamnée pour ça, et elle refuse toujours de revenir dessus. À l'heure actuelle, là aujourd'hui où je vous parle. Donc en fait, factuellement, il y a un truc qui va pas. À tous les niveaux. Je veux dire, là, ok, on peut rester sur le point que est-ce que les gens sont orientés vers la MDPH, si vous voulez, mais ça ne garantit rien. Enfin, pour vous dire un truc sur la MDPH du Rhône, parce que du coup j'ai commencé à me renseigner un petit peu vu que je vais y aller. On se demande bien pourquoi, tiens. 100% des situations de contestation qui vont en justice, de décision de la MDPH, invalident la décision de la MDPH. Ça veut dire que 100% des gens qui estiment que la MDPH a fait de la merde avec eux et que du coup ils vont en justice pour demander à la justice est-ce que la MDPH a tort, obtiennent gain de cause. 100% des dossiers. Est-ce que vous vous rendez compte du délire du truc, en fait? Coucou Geminiri, j'espère que tu vas aussi bien que faire possible. Attention, nous sommes sur un sujet trigger. Fort. Je préviens. Voilà. Et donc, c'est quand même grave chaud. En fait, c'est quand même grave chaud. On en est à un niveau où juste le système qui est là, normalement pour les personnes handies, a de manière constante tort et produit les pires violences sur les personnes handies. D'ailleurs, encore une fois, au passage, la France s'est fait retoquer plusieurs fois, notamment au niveau international, pour violence envers les personnes handicapées et sa gestion des personnes handicapées. Au passage, je veux dire, si jamais vous avez besoin d'avoir de nouveau cette information, parce qu'elle est quand même un petit peu tournée, donc normalement vous êtes un peu au courant, j'espère, mais on est, d'un point de vue mondial, vu comme des gros trous du cul. Non, c'est pas 100% des recours qui sont acceptés. C'est pas la même chose. La MDPH du Rhône, donc la MDPH qui est notamment sur Lyon, fait des avis où elle dit aux personnes handicapées, vous n'êtes pas handicapés, je m'en bats les couilles. Quand les gens handicapés vont en justice, donc c'est pas le recours, tu poses ton dossier, tu es refusé, tu fais un recours, tu es refusé, et là tu contestes en justice, tu vas au tribunal en disant « je pense que la MDPH se fout de ma gueule ». Là, dans ces cas-là, 100% des cas qui sont allés en justice, la justice a accordé aux personnes handicapées qu'elles avaient raison, que la MDPH avait tort. C'est un processus qui prend des années. Et surtout, ça ne s'arrête pas là, c'est que même là, et la MDPH du Rhône s'est fait condamner là il y a 6 mois, 1 an, elle n'a toujours pas appliqué la décision de justice et refuse de le faire. C'est-à-dire que même la justice te dit, la MDPH du Rhône, tu as tort, tu dois lâcher les ronds, et la MDPH dit, non, je refuse. Je veux pas. J'ai dit non, je donne pas l'argent. Mais tu as tort et je suis la justice. Je suis la France et je te dis que tu dois lâcher les ronds. Et la MDPH du Rhône dit, non, j'ai dit non, je ne donne pas l'argent. Les handis, ils peuvent mourir. Nick. Voilà, globalement, on en est là. On en est là. Je veux dire, même l'État, même la putain de justice française dit à la MDPH, hé, là, tu fais de la merde, c'est pas ok. Et la MDPH continue à dire, je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Je vais rien changer. Donc bon, yay. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Heureusement que nous avons Régol qui est là pour voter la loi fin de vie. Hey, trop bien, merci. Pour notre aide, hein, bien sûr, pour notre soutien, bien sûr. Quel enfer. Et encore une fois, là, on parle du coup de procédures en justice. Et les procédures en justice sont minoritaires. Parce qu'on n'a pas le temps et l'argent pour ça. En fait, on n'a pas les ressources. On est déjà au bout de notre vie.
Déjà, faire un dossier MDPH, ça prend la vie des rats, ça vous prend toutes vos ressources, ça dure 6 mois, parfois ça dure 1 an, vous en pouvez plus, vous mangez un refus, vous refaites ça rebelote une deuxième fois parce que vous faites un putain du coup de recours pour vous réentendre la même chose. Non, on va te faire foutre. Très bien, trop bien. Et là après tu dois repartir en justice, donc avancer des frais potentiellement, avocat, etc. Qui effectivement, si on t'accorde que tu as raison, sont remboursés. Si on t'accorde que tu as raison. Et c'est marrant, c'est que souvent l'État n'accorde pas raison. Parce que l'État n'aime pas dire que l'État a tort. Chose incroyable. Chose incroyable. Et pourtant, même dans cette situation-là, dites-vous que la putain d'MDPH du Rhône, 100% des cas amenés en justice, même la justice dit non, là t'as tort, là c'est de la merde. Et pourtant, hein, encore une fois, la justice, elle aime pas trop dire que les systèmes de l'État ont tort. C'est pas trop un truc qui se passe en général. Ça arrive, hein, parce qu'il y a quand même des moments où c'est un peu trop abusé, hein, mais c'est quand même un truc qui, généralement, tourne plutôt bien. Même là, ça tourne pas. Mais bref. Je reprends. Ces questions ne sont posées par aucun article du texte. Les amendements qui demandaient qu'elles le soient ont été rejetés lors des séances du 23, du 24 février, renvoyés à la HAS et au décret. Affirmer que les médecins le feront d'eux-mêmes parce que les parlementaires en ont parlé, c'est confondre une déclaration d'intention avec une obligation juridique. Et encore une fois, une obligation juridique, c'est très joli, mais ça garantit rien. La preuve en est beaucoup trop souvent sur beaucoup trop de questions au cours du temps. Vous pouvez faire une déclaration, vous pouvez faire une obligation juridique et vous pouvez avoir des gens qui s'en branlent, qui n'en ont rien à foutre et qui vont continuer à n'en avoir rien à foutre, notamment parce qu'elles sont en situation de pouvoir et les médecins sont en situation de pouvoir dans beaucoup trop de situations en fait. Bref. Pourquoi c'est le cœur du problème ? Ce que révèle cette lacune, c'est une vision dans laquelle les symptômes évaluables par le médecin suffisent à objectiver la demande. Explorer les conditions sociales et économiques n'aurait pas de sens et constituerait une intrusion dans une décision personnelle. La souffrance est traitée comme une propriété du corps malade et l'envie de mourir comme une réponse naturelle à cet état. Et là, on revient sur la logique validiste et eugéniste. Si tu es malade, si tu es handicapé, tu vaux moins. Tu vaux moins et tu le sais. Et puisque tu le sais, tu dois mourir, tu veux mourir. Parce que tu es un poids pour les autres, tu es horrible. Tu n'as pas envie d'être un poids, tu ne dois pas être un poids. Parce que l'état naturel des choses, c'est d'être un corps exploitable. C'est d'être là, dans cette magnifique société exploitante et exploiter, être exploité. C'est normal, c'est comme ça. Attends, tu ne peux pas servir à autre chose, voyons. Tu peux juste te contenter de vivre, d'exister. Quelle idée. Non, il faut que tu produises, il faut que tu ailles travailler à l'usine, hein, quand même, hein. Fais un effort. Et si tu peux pas, tu dois mourir. Ou alors être un rentier. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, ça compte pas. Bref, je reprends. C'est précisément ce que nous contestons. On sait que la première cause évoquée dans les études sur les demandes à mourir est le sentiment d'être un fardeau pour ses proches. Ce sentiment n'est pas un symptôme de la maladie, c'est la perception que la société construit chez les personnes qu'elle abandonne. Il n'est pas naturel, il est produit. Et la loi, en refusant de l'examiner, le valide. Elle dit implicitement que vous avez raison de vous sentir ainsi, de vous accorder le droit d'en mourir. Aucune autre catégorie de la population ne fait face à une telle acceptation de sa propre mort. On sait par ailleurs que 9 personnes sur 10 qui accèdent à des soins palliatifs adaptés ne demandent plus à mourir. Ce chiffre dit tout. L'envie de mourir dans un contexte d'abandon n'est pas la même chose que l'envie de mourir après un accompagnement complet. La loi ne fait pas cette distinction et s'en remet aux médecins pour combler ce qu'elle refuse de garantir. Et je vais encore être chiante, mais je suis pas entièrement d'accord. Je suis d'accord sur le principe, sauf que ça veut pas dire que la une personne sur 10 qui continue à vouloir mourir n'est pas dans un contexte d'abandon. Parce qu'en fait, tu peux avoir, d'un point de vue logistique, accès à des soins palliatifs, ok ? Ça veut pas dire que t'as pas tout ton entourage qui continue à te dire que t'es une grosse merde, un putain de déchet, un poids, et que tu serais mieux d'être mort. En fait. À aucun moment, tu peux le justifier, ça. Enfin, juste, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes.
Et donc, tu as toujours possiblement un poids social constant, notamment parce que tu as tout un tas de normes qui sont transmises dans notre société, validistes et eugénistes, à travers les films, les séries, les livres, par ton entourage, par tes amis, par ta famille, etc., qui continuent encore et encore et encore et encore à te rappeler que tu es une sale merde, un putain de déchet, que tu devrais crever parce que tu es un poids et que tu les emmerdes constamment. Ça disparaît pas, même si tu as accès en soi à un système de santé qui serait pas si peu efficient. Allez, admettons encore une fois, hein, dans le plus magnifique de tous les mondes, tout est rose, tout est magnifique, on a le droit à tous les systèmes de soins qu'on a besoin. Même là, on continue à avoir ces pressions-là qui existent. Et donc, venir stipuler que là, il y a une personne sur 10 qui, ayant accès à des soins palliatifs, continue à vouloir mourir, ça veut dire qu'elle n'est pas abandonnée. Là, je suis pas d'accord. Rien ne le prouve. Malheureusement, rien ne le prouve. Et encore une fois, le système de soins, le fait d'avoir matériellement accès à un système palliatif, c'est pas la seule chose qui peut t'amener à vouloir mourir et à être dans une situation d'abandon et de violence. Et notamment, ce qui m'énerve le plus, là, c'est que l'idée a été évoquée dans le texte plus tôt. Dans le texte plus tôt, justement, il a été fait question de ces pressions. Mais là, on l'oublie et on le met de côté. Et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'encore une fois, même si matériellement vous avez accès aux soins palliatifs, et que du coup 9 personnes sur 10 qui ont accès aux soins palliatifs ne demandent plus à mourir, ça ne veut pas dire que la dernière a effectivement une situation d'abandon, de violence, etc. Et que si on avait agir dessus, en la mettant dans un contexte plus favorable, par exemple avec des gens proches qui essaient pas de la traumatiser, détruire, etc., peut-être qu'elle n'aurait pas envie de mourir. Mais bref. Je continue. Ce qui n'a pas eu de réponse. La discrimination dans la prévention du suicide. La législation française pose comme principe que toute personne exprimant des idées suicidaires doit être accompagnée et orientée vers des soins. On cherche à comprendre d'où vient la souffrance. C'est discutable, mais admettons, allez, on va dire ça. Je remets un peu vaguement en question ça quand même, mais ouais, allez. Sur le papier, dans le principe, si tout le monde était magnifique, allez, on dirait que oui. Je pense que dans les faits, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Effectivement, d'un point de vue légal, ça existe. On explore les dimensions médicales, psychologiques, sociales, matérielles. On propose une réponse à chaque dimension identifiée. Ce principe est loin d'être toujours respecté. Voilà, exactement. Mais dans les faits, il existe. Il structure des protocoles, oriente les formations et fonde les politiques de prévention. Je suis moins d'accord. Le principe existe. Ok. Il oriente les structures, les formations, les politiques de prévention. Non, j'irai pas jusque-là. Clairement, j'irai pas jusque-là. Ça dépend pour quel type de population, peut-être, éventuellement. On va dire ça peut-être plus. Pour les personnes répondant aux critères de cette loi, ce protocole est abandonné. Non par défaut de moyens, mais par choix délibéré, inscrit dans le texte. On ne cherche pas à savoir si la souffrance est liée à l'isolement, à une douleur maltraitée, à l'absence d'aide humaine, au sentiment d'être un fardeau. On valide la demande sur la base des critères médicaux et c'est tout. Ce n'est pas un traitement égal, c'est une discrimination de relaxer à l'accompagnement fondé sur l'espérance de vie. Est-ce que... Non, on n'est pas encore arrivé à la fin. En vrai, je vois le marqueur de VOD. Donc je pense qu'on va couper la VOD là, parce qu'il me reste encore un peu à lire. Je suis à peu près ici. Donc je pense qu'il reste encore à peu près un quart du texte. Donc on va refaire encore une autre VOD. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Petite fougère de YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la lecture. Des bisous.